Bonjour à tous et bienvenue sur Terre-Mer. J'espère que cette vidéo vous plaira. Nous revoilà pour la partie 2 du documentaire. Désolé si le montage il paraît un peu brouillon, mais quand je rentre, je fais ça le soir avec la fatigue, ça complique l'élaboration. Comme diraient les anciens, c'est en faisant qu'on apprend et qu'on progresse. Donc j'espère qu'à l'avenir, j'enregistrerai des vidéos qui seront mieux élaborées. Voilà. N'hésitez pas à partager, à commenter et à vous abonner. Ça aidera à faire pousser la chaîne et à être plus visible dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, bonne vidéo! Alors, où j'en étais resté? La formation des sols. Donc, je vais poursuivre avec la composition et la qualité des différents sols. Les différents terrains propres à la culture offrent des variations très nombreuses dans leur nature, leur composition et leur qualité, mais tous doivent réunir les conditions générales suivantes. La nature et la qualité des sols. Être assez divisés pour que les racines les pénètrent facilement et que les plumules ou germes se soulèvent assez pesants pour que les tiges, ébranlées par les vents résistants à l'aide de l'espèce de scilement des racines. Ainsi, par exemple, si l'on considère qu'une plante à tiges hautes et feuilles très développées, comme le soleil, tel le tournesol, Elianthus anus de son nom latin, l'arrachage à la main de ces plantes et de diverses autres peut donner des indices sur la nature d'un sol, notamment sa ténacité, sa perméabilité aux racines, sa légèreté, qui favorise son développement, et à être assez perméable aux eaux, pour en gros stocker en profondeur l'eau après les pluies et d'une manière durable. Une espèce de bouillasse qui chasse l'air des larges crevasses qui déchirent les systèmes racinaires, qui font souffrir les plantes et les mettent à l'air libre. 3. Être assez léger pour absorber et contenir et exhaler sous certaines influences l'air atmosphérique et les gaz ou vapeurs des engrais. 4. Avoir au moins près de sa superficie une couleur jaunâtre, fauve ou brune, assez foncée pour s'échauffer aux rayons solaires et présenter des plantes une chaleur humide. Air et gaz sous une température douce et de vapeur d'eau. 5. Contenir l'humus, les débris organiques, l'herbe, le fumier. Susceptible par une décomposition spontanée de fournir aux plantes des aliments solubles ou volatiles. 6. Renfermer de l'argile, du sable et de la chaux carbonatée en proportions telles que les caractères précédents soient ou puissent être réunis. Le carbonate de chaux, pour pas qu'il puisse s'y produire ose générer un excès acide. Par exemple, les légumes racines, les betteraves, qui atteignent une profondeur en général entre 30 et 40 cm environ de profondeur. Si le sol est trop graveleux ou argileux, c'est moins pénétrable. Racines pivotantes, elles bifurquent. Après, il y a des variétés comme les betteraves blanches et les navets, qui s'enfoncent moins dans le sol, 24 à 33 cm environ. Ça leur suffit. Ainsi que les céréales, elles sont adaptées à pousser dans un sol plus meuble. Ça s'enfonce, je crois, environ entre 15 et 17 cm de profondeur. Lorsque la profondeur du sol est suffisante, mais que de très nombreux fragments de rochers, des caillasses, y sont interposés, on y peut cultiver diverses plantes dont les racines ne sont ni charnues, ni tuberculeuses, ou du moins sans lesquelles cette partie souterraine n'est pas le produit que l'on doit récolter. Il suffit, dans ce cas, que les intervalles entre les pierres offrent une terre perméable aux racines, à l'eau, et en un mot, réunissent les propriétés. Au-dessous de cette profondeur, on peut offrir un sol imperméable qui ne laisse aucun passage à l'eau. Alors en fin de première partie, je vous avais parlé un peu du complexe argilo-humique et du sol arable. Voici la composition. On rencontre généralement de l'argile, du carbonate de chaux, du sable, de l'humus, de l'oxyde de fer, de l'eau, de l'air et différents gaz mélangés à la soude, silicate de soude ou la potasse. La silice pure se montre dans le cristal de roche
unis silicate de potasse et de plomb. Elle forme le cristal artificiel qui, soufflé, taillé, moulé, sous mille formes, se prête au décor de nos tables et de nos appartements. L'albumine est aussi un oxyde métallique, oxyde d'aluminium, blanc, insoluble mais uni naturellement avec la silice dans certains argiles blancs ou très peu colorés, comme le kaolin, ce qu'on appelle l'argile grasse, l'argile de Saint-Yrieix, près de Limoges, forme une base de fabrication de la porcelaine, est compacte, douce au toucher, susceptible de former une pâte avec l'eau, ce qu'on peut appeler une terre amoureuse, dont elle absorbe une si grande quantité d'eau qu'en se desséchant, ensuite elle diminue considérablement son volume et se fend à l'air comme au feu, toutes les fois que ce retrait ne peut pas s'opérer très librement. Si on la chauffe au-dessous du rouge, elle devient de la poudre. Si on la réhumidifie, elle se remet en pâte. Par contre, si on la fait chauffer au-dessus du rouge, elle se durcit, ça se reforme plus pour pouvoir la travailler. C'est grâce à ces propriétés que les potiers l'utilisent. C'est en général l'argile qui, par sa présence, rend les terres fortes, grasses et froides et humides. Les carbonates de chaux, presque purs, jusqu'au mélange en diverses proportions avec l'argile et d'autres corps étrangers formant les marnes calcaires et tous les sols fertiles. On en rencontre le carbonate de chaux sous 1000 formes dans la nature. Ainsi, il se trouve dans les bancs d'une immense étendue d'où l'on extrait les pierres de taille et les moellons à bâtir dans ces diverses roches compactes qui donnent des pierres lithographiques. Ces pierres à chaux hydrauliques et à chaux grasses, quand ces énormes dépôts de craie qui se rencontrent à diverses profondeurs. Le carbonate de chaux, facilement décomposé par plusieurs acides, laisse alors dégager son acide carbonique et peut former d'autres sels plus solubles. C'est ainsi que passe dans la sève des végétaux. La chaux se retrouve dans leurs cendres. On trouve encore le carbonate de chaux dans les os des animaux. Enfin, la chaux unit l'eau et est répandue sur le sol ou dans divers composts, absorbe l'acide carbonique de l'air et reproduit le carbonate de chaux. Après, il y a l'humus. Donc, c'est tout ce qui provient de la décomposition des végétaux et des animaux, qui résulte de l'acide hulunique, une substance qui se retrouve dans tout ce qui est la pourriture végétale. En se décomposant, c'est très utile au sol, vu que ça nourrit les plantes, qui elles-mêmes, en se décomposant, libèrent des gaz, et ainsi de suite. Et grâce à la chaux, vu précédemment, on peut comment dire, réguler l'acidité lors de la décomposition. Ça neutralise également certains sels qui dégagent de l'ammoniac. Ça résulte de la décomposition. Ça aide à retrouver une alcalinité convenable. Et le dernier élément qui compose la terre arable, ou comme je vous ai dit le complexe argilo-humique, c'est le sable, qui est un matériau minéral qui, contrairement à l'argile qui retient l'eau, le sable, il la laisse s'infiltrer en profondeur. Il est très peu nutritif. Seul, il permet seulement les cultures rapides comme les mini-carottes qu'on trouve en bocal ou en boîte de conserve. Mais ça ne permet pas d'avoir une culture sur la durée, comme par exemple les tomates, les aubergines, voilà. Il peut présenter de graves inconvénients, par exemple après les gelées, notamment sur les cultures du blé et autres graminées. Néanmoins, il est quelquefois facile d'amender des sols sableux, parce que c'est pas des sols qui sont très profonds, et généralement ils résident sur des sols, sur une plaque d'argile, qu'on peut faire remonter à la surface par le labour ou avec une charrue. Cependant, je trouve pas que ça soit une solution, parce qu'un tel défoncement, ça permet juste d'avoir une terre moins fertile. Personnellement, c'est le type de sol que j'aime pas travailler, parce que faire les amendements, c'est plus galère. Mélanger avec l'argile, une fois bien humide, et quand ça sèche, ça finit par faire du béton. Malgré que, néanmoins, c'est amender de l'argile, par contre, il faut y aller minutieusement pour pas que ça arrive. Ça peut permettre d'aérer une terre trop compacte. Les amendements qui conviennent le mieux aux terres sableuses, c'est celles qui conservent le mieux l'humidité. Les terres sablo-argileuses, elles viennent se placer naturellement à côté des terres franches, et elles prennent le dessus, ce qui est pas appréciable. Une petite expérience intéressante
à faire pour connaître un peu la composition de votre sol. Vous prenez un bocal, sur votre terrain, vous prenez de la terre et vous y mettez dedans avec de l'eau. Et vous secouez bien et vous laissez décanter au moins 24 heures. L'argile, c'est le plus fin, donc ça tombera tout au fond. Après, il y a l'humus et après, il y a le sable au niveau, comment dire, au niveau grosseur des éléments. Et à chaque strate, vous pourrez voir la composition de votre sol. Alors, c'est pas forcément homogène partout. Je vous conseille de faire l'expérience à différents endroits ou à chaque endroit où vous désirez implanter une culture. Ainsi, vous verrez précisément à tel ou tel endroit le résultat. Voilà, voilà. Euh, Comme pour la dernière vidéo, je peux pas enregistrer plus. Faudrait que je m'achète une carte mémoire parce que j'ai beau faire le ménage dans le portable, ça veut pas plus. Il y aura bien encore 2 autres vidéos. Je pense qu'à l'avenir, c'est mieux que je fasse une thématique par vidéo. Ce sera plus simple à faire. Voilà. Prenez soin de vous, prenez soin du sol. Salut!